Bonjour à tous. On est ravis, alors Franck va nous rejoindre, mais on est ravis de vous avoir et de pouvoir discuter avec vous des préparations au concours qui sont proposées au sein de la faculté libre de droit. Alors, on a deux éléments importants pour préparer les concours. On a une préparation spécifique au concours d'avocat, une préparation estivale, c'est-à-dire que cette préparation se fait 2 mois avant de passer le concours d'avocat. Et c'est ce qu'on appelle la prépa avocat, c'est ce que va vous présenter Monsieur Franck Barra. Pour ma part, je m'occupe du dispositif de ce qu'on appelle la PAC, pour très original, la préparation au concours. Et contrairement à la prépa avocat, la PAC vise à préparer tous les concours. Le but étant non pas spécifiquement de se focaliser sur le concours d'avocat, même si bien entendu la PAC y prépare. Le but de la PAC, c'est vraiment pendant, si vous voulez, pendant votre master, que ce soit en master 1 ou en master 2, voire pendant les 2 années, eh bien, toutes les semaines, de commencer à se préparer plus ou moins intensivement au concours, selon que vous preniez la PAC ou la PAC+. Alors, je vais peut-être passer. Voilà. Donc, on a vraiment ces deux dispositifs. Donc, bien faire attention entre prépa avocat et PAC, qui ne sont pas du tout les mêmes dispositifs, puisque la prépa avocat, ce sera un dispositif intensif, alors que la PAC, c'est plutôt une préparation au concours un petit peu diluée sur vos années de master. Le but étant, au moment où vous arrivez justement sur votre concours, eh bien, de ne pas avoir tout à réviser puisque vous aurez été sensibilisé pendant votre année de master bien, à la préparation au concours. Alors, le but de la PAC, si vous voulez, c'est déjà de prendre de la hauteur sur les différentes matières parce que pendant vos années de licence, vous allez vous focaliser sur le disciplinaire, c'est-à-dire vous allez faire du droit civil, du droit pénal, du droit commercial, etc. Et finalement, vous ne prenez pas parfois suffisamment de hauteur sur ces matières, c'est-à-dire qu'il faut savoir s'extraire et, par exemple, réfléchir sur les mesures alternatives au règlement des litiges, réfléchir sur le rôle du Conseil constitutionnel, réfléchir sur le rôle des différentes juridictions, des différentes autorités administratives. Voilà, c'est tout ce qu'on va faire pendant la PAC, pendant l'année. On va découvrir également des nouvelles matières parce que malheureusement, vous vous doutez, alors vous ne seriez peut-être pas ravis, mais on pourrait multiplier le nombre d'heures de cours sur la semaine et au lieu d'avoir entre 20 et 25 heures de face-à-face, vous pourriez avoir 40 heures, on mettrait tous les droits possibles et imaginables. Malheureusement, ce n'est pas possible et je pense que vous ne seriez pas très content si on faisait ça. Et donc, par conséquent, le but de cette préparation au concours, de cette PAC, eh bien, c'est de vous faire découvrir des nouvelles matières que vous ne ferez que sous un format de 3 heures. Le but de l'enseignant, c'est de prendre un enseignant qui est spécialisé sur une question et de lui demander d'aller vous faire découvrir une matière et les enjeux d'une matière. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, dans les différents concours, que ce soit police, gendarmerie, concours administratif, ENM, CRFPA, eh bien, vous avez la question du statut de l'animal qui est très souvent abordée. Malheureusement, le statut de l'animal, on l'aborde très rapidement au cours de son premier semestre de première année. Et entre la première année et le master, finalement, il y a eu de grandes évolutions. Et donc, le but, c'est de vous demander à un spécialiste du droit animalier de venir vous faire 3 heures de cours sur les questions du statut de l'animal. Bien entendu, on peut aussi avoir des questions sur le droit environnemental, sur le numérique, sur des questions sur les données personnelles, sur le droit du travail. Parce que, par exemple, le droit du travail, c'est un bon exemple. C'est une matière qui est choisie en option et vous ne le faites pas tous, alors que, en réalité, pour les concours, c'est une matière fondamentale. On ne peut pas se permettre d'arriver dans des concours et de ne pas avoir de notions importantes, en tout cas le minimum syndical, ce qui est totalement à propos concernant le droit du travail, le minimum syndical pour pouvoir aller passer les concours. De la même façon, et je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé cette année. J'ai une étudiante de master qui est arrivée d'une université publique parisienne et elle est arrivée en master pour passer le concours de commissaire de police.
et elle n'avait pas fait de droit pénal sur son année de première, deuxième, troisième année, alors que vous vous doutez que le droit pénal est fondamental pour passer le concours de commissaire de police. Donc, le but de la PAC est aussi de rattraper voilà, ces éventuels manques très importants pour les concours. Le but de cette préparation au concours, c'est aussi parfois de vous mettre à jour sur des matières qui sont fondamentales. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de l'organisation de la justice. Alors, pour ceux qui font leurs études à l'Université catholique de Lille en faculté de droit, l'organisation de la justice, ça correspond à peu près à 12 heures de cours que vous faites la première semaine de première année, du premier semestre de première année. Et finalement, quand vous arrivez pour préparer vos concours, quand vous arrivez en master, eh bien, il peut y avoir eu un certain nombre d'évolutions au niveau de l'organisation de la justice. C'est tout à fait ce genre d'évolution que si vous ne connaissez pas pour les concours, eh bien, vous pouvez vraiment être pénalisé. Je vais vous donner un exemple. Le 1er janvier 2023 a été généralisé sur le territoire national les cours criminelles départementales qui sont des juridictions pour les crimes punis de 15 ans d'emprisonnement, 15 ans de réclusion criminelle, 15 ans de réclusion criminelle maximum, et qui sont des cours sans jury. Eh bien, en réalité, eh bien, la PAC va vous permettre de vous refamiliariser avec ces notions que vous n'avez pas étudiées parce que quand vous étiez en première année, elles n'existaient pas. Le but, c'est de vous montrer qu'il y a des nouvelles organisations, des nouvelles compétences, mais aussi de vous montrer finalement qu'est-ce que cela implique. Par exemple, ces cours criminelles départementales eh bien, vont juger certains crimes sans jury d'assises. Or, vous avez un certain nombre d'épreuves orales où une question traditionnelle, c'est peut-on juger sans jury? Quelle est la place du jury en matière criminelle, etc., etc. Et donc, le but étant de vous refamiliariser. Alors, le but aussi, c'est que dès l'entrée en master, eh bien, finalement, vous identifiez une personne qui va pouvoir vous aider sur la préparation au concours pour vous dire, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire, savoir vous situer, où est-ce que vous en êtes, quelles sont peut-être les matières à davantage réviser ou comment réviser correctement, quel est le calendrier à adopter. Donc, ça, c'est très important. C'est aussi très important parce que parfois, sur des épreuves orales, certains ont véritablement des stress qui sont parfois justifiés, mais parfois totalement injustifiés. Et donc, le but, c'est aussi de vous déstresser, de vous dire que finalement, c'est compliqué, c'est stressant pour tout le monde, mais que des milliers de personnes y arrivent chaque année, donc pourquoi pas vous? Et j'ai envie de dire qu'un de mes rôles, ce sera certainement de vous mettre en confiance et vous dire que vous êtes le meilleur et que vous allez parfaitement y arriver. Et ça, je peux vous assurer que si vous en êtes persuadé, eh bien, vous allez réussir et c'est vraiment très important. Le but aussi de la PAC, c'est de vous faire découvrir certaines méthodologies, notamment par exemple la méthodologie de la note de synthèse, qui est une épreuve très particulière parce que c'est une épreuve qui n'est pas travaillée pendant la licence. Et donc, vous allez pouvoir vous entraîner à la note de synthèse. Alors, on peut passer à la slide suivante. Donc, en quoi ça consiste véritablement la PAC? Vous allez comprendre que ce n'est pas du tout intensif, contrairement par exemple à ce que peut être la prépa avocat. Vous avez 45 heures de cours en plus qui sont répartis sur une année. Donc, qui sont répartis sur une année, sachant qu'on élimine bien entendu les semaines où vous avez des examens, parce qu'on sait que quand vous avez des examens ou que vous êtes en révision, vous n'êtes pas du tout dans une optique de prépa concours, donc ce n'est pas la peine d'aller mettre des cours sur ces séances-là. Sachant que chaque semaine, ça peut arriver, eh bien, parfois, vous n'avez pas le temps de vous focaliser sur cette préparation concours. Par conséquent, tous les cours sont enregistrés, donc vous pouvez décider de le regarder à un autre moment. Il faut savoir que généralement, on va regrouper entre 20 et 30 personnes pour cette préparation concours. Donc moi, mon objectif est de vous voir très, très vite pour pouvoir vous connaître, vous identifier et pouvoir vous aider au mieux. On va également, au long de cette année, faire par exemple des simulations collectives d'épreuves orales parce que finalement, les épreuves orales, au début, vous paniquez. Donc, on va faire des simulations collectives en disant, par exemple, voilà, je vais faire avec mes étudiants cette année sur le 14 février, on va faire le droit à l'amour.
puisque en rapport avec la Saint-Valentin, et donc le droit à l'amour, un sujet qui peut vous faire paniquer quand vous arrivez sur une épreuve en vous disant mais qu'est-ce qu'on attend de moi, le droit à l'amour? Eh bien, on va décortiquer le sujet pendant 1 heure, et puis certains vont venir, chacun va apporter sa pierre à l'édifice pour dire bah voilà, il faudrait construire le sujet comme ça. Vous avez également des entretiens individuels qui vous sont proposés tout au long de l'année pour pouvoir, encore une fois, échanger avec moi sur vos différents concours, parce que quelqu'un qui va passer l'ENM, par exemple, n'a pas les mêmes thématiques que quelqu'un qui va passer commissaire de police, commissaire de justice ou encore d'autres concours. Ensuite, vous avez une différence, c'est la slide suivante, entre la PAC et la PAC+. Donc, il y a vraiment 2 dispositifs. Sur la PAC+, vous allez avoir ces 45 heures de cours, ce suivi individuel, mais en plus, vous allez avoir 2 notes de synthèse, donc une méthodologie de la note de synthèse, 2 notes de synthèse en conditions réelles, c'est-à-dire 5 heures d'examen. Alors, c'est sûr que ce n'est pas évident, on ne va pas se mentir, de venir le samedi passer 5 heures d'examen, mais c'est fondamental puisqu'en fait, la note de synthèse ne requiert aucune connaissance. La note de synthèse requiert uniquement une connaissance de méthodologie. Donc, la seule manière de pouvoir réussir une note de synthèse, c'est de s'entraîner. S'entraîner, s'entraîner. Et la première fois, eh bien, généralement, on se plante très fortement parfois. Et puis, la deuxième fois, on y arrive un petit peu mieux, la troisième encore mieux. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, pour le concours d'avocat, si vous faites la PAC et qu'après, vous faites la prépa avocat, vous allez avoir un certain nombre d'entraînements qui font que à la fin, vous allez parfaitement comprendre les attentes de la note de synthèse, et vous allez aussi démystifier un petit peu cette épreuve. Finalement, alors démystifier certes sur la méthodologie, mais il faut faire attention parce que la note de synthèse est très coefficientée, et qu'il ne faut pas se planter à la note de synthèse parce que sinon, ça risque de vous faire chuter sensiblement votre moyenne, notamment pour le concours d'avocat ou encore pour l'ENM. Vous avez également 2 simulations individuelles d'épreuves orales, donc en conditions. Donc, vous allez venir. Donc, au début, là, mes étudiants ont voulu choisir le sujet pour que ce soit un petit peu moins stressant. Donc, ils ont choisi leur sujet. Là, on attaque les 2e simulations individuelles. Et donc, pour certains, ils vont passer en conditions réelles, c'est-à-dire qu'ils vont piocher un sujet, un seul et unique. Et donc, ils devront tenter de se dépatouiller avec ce sujet. Alors que d'autres, je leur ai donné 3 sujets et ils vont pouvoir choisir un sujet et venir présenter leur proposition. Donc, après 1 heure de préparation, ils vont pouvoir nous montrer ce qu'ils sont capables. Et le but, bien entendu, c'est de voir d'identifier quels seraient d'éventuels défauts de forme. Par exemple, vous avez des tics de langage, ou alors vous faites tout le temps ça avec les mains et vous ne vous en rendez pas compte. Et c'est gênant. Ou alors vous faites des grands gestes, ou alors vous êtes un peu agressif. Ça peut arriver. Parfois, dans le stress, il y en a qui paniquent, qui n'arrivent plus à parler, mais il y en a aussi qui, en tout cas, croyez-moi, depuis quelques années que je suis les étudiants, parfois il y en a qui sont un peu agressifs quand ils sont en situation de vulnérabilité. Et ça peut être vraiment très gênant dans une épreuve orale. Et donc, c'est vraiment bien de pouvoir l'identifier avant pour pouvoir corriger ces problèmes de forme. Et bien entendu, on va vous identifier d'éventuels problèmes de fond, mais ça, c'est normal parce qu'on ne peut pas tout connaître. Si vous êtes spécialisé en droit public et que vous arrivez sur un sujet, sur un pur sujet de droit de la famille, c'est normal que vous soyez en difficulté, mais le but aussi, c'est de vous montrer que vous pouvez aller chercher dans différents codes, que vous pouvez être aidé, et donc vous expliquer comment faire pour mieux s'en sortir. Vous avez également 10 heures de droit des obligations qui sont préparées par M. Franck Barra, qui est ici et qui nous a rejoints. Voilà, et le but étant de vous préparer doucement aux épreuves de droit des obligations, plutôt que de le faire vraiment sur l'été, de commencer tout doucement pendant l'année à vous préparer, parce que finalement, le droit des obligations, vous le faites en 2e année. Vous le faites en 2e année, donc droit des contrats au 1er semestre, responsabilité civile. Or, parfois, et croyez-moi, je fais le cours de droit médical en M1, je suis tout le temps très surprise de voir que les étudiants ne se souviennent quasiment plus de leur cours de droit des contrats et de responsabilité civile.
Et donc, c'est parfois un peu tard de s'y mettre en juillet et août. Il est préférable de s'y mettre un petit peu avant pour pouvoir, par exemple, se focaliser en juillet et août sur l'épreuve de spécialité ou sur l'épreuve de procédure, qui est également assez complexe quand on n'a pas fait l'épreuve de procédure au long de sa scolarité. Donc voilà pour la PAC+. Donc c'est un dispositif qui se veut également adaptatif, puisque, par exemple, je dis n'importe quoi, c'est pas n'importe quoi, c'est la Cour européenne des droits de l'homme le 31 janvier 2023, c'est-à-dire il y a 2 jours, eh bien, a rendu une décision, par exemple, sur le sexe neutre, une décision qui était attendue, puisqu'on l'attendait depuis la Cour de cassation et s'était prononcée en 2017, donc on est en 2023, 6 ans après. Et eh bien, vous pouvez être certain que en septembre, eh bien, si ce n'est pas la note de synthèse qui porte sur ce sujet, eh bien, ce sera certaines épreuves orales du concours d'avocat ou de l'ENM qui seront sur ce sujet. Et donc, le but de la PAC, c'est de s'adapter et de demander à quelqu'un qui serait spécialisé sur cette question de vous faire un petit point, de vous expliquer ce que c'est, les évolutions par rapport à votre première année de droit et de pouvoir vraiment coller à l'actualité. Par exemple, la semaine prochaine, vous avez une enseignante qui est spécialisée sur le conflit russo-ukrainien et qui va venir expliquer les gros enjeux juridiques. Elle ne va pas vous faire toute l'histoire, vous retracer toute l'histoire, mais elle va vous expliquer ce qu'on pourrait vous demander dans des épreuves juridiques sur ce conflit. Et donc voilà, c'est le but, c'est vraiment de s'adapter. De la même manière, je fais dans 2 semaines un cours sur la constitutionnalisation du droit à l'avortement parce que, comme vous le savez peut-être, il y a eu des évolutions en la matière et donc c'est important de suivre cette actualité et de peut-être être aidé par un enseignant pour toutes ces questions parce que finalement, c'est bien de demander à des spécialistes de la question de venir vous aider et de décortiquer un élément de droit. Donc voilà, je laisse la parole. Vous voyez mon adresse mail. Il ne faut surtout pas hésiter à m'envoyer un mail ou même à prendre rendez-vous avec moi si vous avez des questions. Et donc, je laisse la parole à M. Barra qui va prendre le relais sur la prépa vocale. Est-ce qu'il y a peut-être des questions immédiates par rapport à ce qu'a présenté Madame Fretin? Si certains souhaitent réagir, n'hésitez pas, ou via le chat, c'est également possible. Pas de réaction, on enchaîne. C'est parti, Franck, c'est à toi. Merci Alice, merci Armelle. Désolé pour mon léger retard, mais qui est dû une nouvelle fois à la SNCF. C'est assez surprenant. Il y a moins de trains les jours de circulation normale que les jours de grève, mais j'en suis la preuve vivante. Mon retard en est la preuve vivante pour être plus précis, et je vous présente toutes mes excuses. Donc, encore une fois, je remercie Alice parce que elle m'a mâché pas mal de mon travail en présentant avec brio l'examen d'avocat. Elle m'a facilité énormément la tâche. Je serai donc peut-être plus rapide. Moi, le point sur lequel je souhaiterais insister, c'est peut-être déjà les précisions, parce qu'on parle beaucoup justement de l'examen d'avocat. Avant de nous présenter, avant de présenter peut-être la prépa, je voudrais faire une petite présentation très rapide, quelques mots sur cet examen d'avocat, en ce sens où, je veux dire, souvent c'est un inconnu, souvent on mélange un petit peu les termes. D'ailleurs, ce qui est significatif, c'est que très souvent on parle de concours d'avocat, alors que c'est un examen. La différence, c'est qu'il n'y a pas de numerus clausus à l'examen d'avocat, contrairement au concours. Vous voyez, rien que ça. Donc, justement, j'attire votre attention. Lorsqu'on est étudiant en Master 1 ou en Master 2, c'est possible à l'heure actuelle pour les étudiants dès le Master 1, c'est également possible avec le Master 2. Les examens passent l'examen d'entrée au CRFPA. L'examen d'entrée au CRFPA, c'est le Centre régional de formation professionnelle des avocats. Ça, c'est important, il faut s'inscrire auprès d'un IEJ. Donc, l'IEJ, c'est les instituts d'études judiciaires. Ça se passe au sein des universités publiques qui, certaines, ont des centres d'examen, sont IEJ avec centre d'examen, d'autres ont des IEJ sans centre d'examen. C'est assez complexe, mais voilà, c'est ça l'idée. Et ensuite, une fois qu'on a réussi le concours d'accès à l'école d'avocat, encore une fois, l'examen d'entrée au CRFPA, le nom exact, tout le monde appelle ça le concours d'avocat, l'examen d'entrée au CRFPA. Et ensuite, on suit une scolarité au CRFPA, au centre régional, et ensuite, on passe le CAPA. Vous voyez un petit peu pour vous présenter les choses. Donc,
la prépa avocat, hein, la prépa avocat a vocation et a l'honneur, hein, depuis de très nombreuses années maintenant. Hein, j'ai pris la relève d'Alice, j'ai pris la de Madame Fretin, j'ai repris la livre de Madame Blancard, de Madame Bridge aussi, que je profite de saluer. Et donc, depuis très nombreuses années, de main en main, on a appris, comment dire, on a assuré cette formation à l'examen d'entrée à l'école d'avocat. À quoi forme-t-on? Eh bien, en fait, on forme à toutes les épreuves de l'examen d'entrée à l'école d'avocat. Quelles sont ces épreuves, hein? Vous le savez sans doute déjà, mais c'est toujours mieux en le rappelant. Hein. Ce sont des épreuves d'admissibilité, donc des épreuves écrites, et ensuite des épreuves d'admission orale. Les épreuves d'admissibilité, hein, en plus, Madame Frotin l'a très très bien dit tout à l'heure, c'est tout d'abord une note de synthèse. Note de synthèse de 5 heures, coef 3. C'est ensuite une épreuve de droit des obligations, épreuve de 3 heures, coef 2. C'est ensuite une épreuve de spécialité. Et là, elle est laissée au choix de l'étudiant. Hein. Donc, l'étudiant va choisir sa spécialité entre le droit administratif, le droit civil, le droit des affaires, le droit social, le droit civil, bien entendu. J'en oublie évidemment, hein, le droit fiscal, le droit international. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Donc, ça, c'est l'épreuve, ce qu'on appelle l'épreuve de spécialité. Ensuite, une épreuve de procédure. Une épreuve de procédure, c'est selon le choix de sa spécialité, de la procédure civile, de la procédure pénale ou alors la procédure administrative. Épreuve de 2 heures, coef 2. Chacune de ces épreuves, hein, pour tout vous dire, depuis 2017, ça n'a pas changé. Dans chacune de ces épreuves, hormis la note de synthèse, bien entendu, dans chacune de ces épreuves, il s'agit d'un cas pratique ou d'une consultation juridique. Voilà un petit peu pour, je vais vous expliquer dans quelques instants, l'épreuve d'admissibilité. Ensuite, vous avez les épreuves d'admission. Les épreuves d'admission, c'est très simple, ce sont 2 euros. 2 euros, 1 euro d'anglais et un oral de culture juridique et de liberté fondamentale. Et justement, c'est une épreuve qui est très, 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 très spécialisée, extrêmement codifiée, extrêmement normalisée, où, je vais dire, on n'y va pas comme ça à la légère. C'est une épreuve qui nécessite énormément de préparation. Et justement, ce que propose la prépa avocat, hein, encore une fois depuis très nombreuses années, ce que propose la prépa avocat, c'est justement le package, à savoir acte 1, une préparation à l'examen, aux épreuves écrites, pardon, une préparation aux épreuves écrites, et ensuite une préparation aux épreuves orales. Les épreuves écrites se déroulent à partir de septembre. Hein. En règle générale, c'est la première semaine ou la deuxième semaine de septembre. Les épreuves orales commencent après la proclamation des résultats d'admissibilité. Donc, les épreuves orales d'admission se déroulent après, en règle générale après les vacances de la Toussaint, donc vers fin octobre, début novembre. Eh bien justement, nous, ce qu'on propose, c'est justement une préparation aux épreuves écrites d'admissibilité et aux épreuves orales d'admission. L'idée, c'est de combiner, en lien d'ailleurs avec la PAC, hein, vraiment en partenariat avec Madame Fretin, c'est de combiner justement une préparation un petit peu annuelle, hein, en proposant dès l'inscription des fascicules de cours, hein, des supports de cours, pour être plus précis, des supports de cours, des vidéos de droit des obligations, que j'ai l'honneur d'assurer, et afin que tout doucement, pendant la fin de leur Master 1, pendant la fin de leur Master 2, les étudiants puissent commencer à travailler tout doucement. Commencer à travailler tout doucement pour se refamiliariser. Hein. Madame Fretin l'a très très bien dit, pour je la remercie une nouvelle fois, pour se familiariser ou peut-être pour redécouvrir un petit peu les matières oubliées. Et je pense notamment, hein, puisque c'est la matière que j'enseigne, je pense notamment au droit des obligations, qui a été vu en L2, qui parfois a été survoler un petit peu en L2, eh bien, il faut se mettre vraiment la tête dans le guidon dans cette matière. Et donc, avec des vidéos, avec, dans un premier temps, des supports de cours, la possibilité de travailler à son rythme dès son inscription. Ensuite, c'est la diapo suivante. Hein. Ensuite, on va commencer le gros du travail. Hein. Le gros du travail. Peut-être j'ai peut-être été trop vite, excuse-moi Arbel, c'est la diapo précédente, je suis désolé. J'ai peut-être voulu aller trop vite pour rattraper mon retard de tout à l'heure. Voilà. L'idée, c'est que, comment dire, on prépare, je cherche mes mots, ou alors c'était peut-être encore la diapo suivante, je suis vraiment désolé, c'est moi qui me suis un petit peu embrouillé, pardon. C'était la diapo justement sur les cours lors de la prépa estivale, les cours de juillet. Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup. Hein. Excuse-moi. Donc, l'idée, c'est que voilà, on commence tout doucement avec ces vidéos et ces supports de cours. Ensuite, vous verrez un petit peu, on discutera, si vous le souhaitez, des formats des supports de cours. Et ensuite, à partir du mois de juillet, on commence d'ailleurs souvent dès le 1er, le 2 juillet, parfois le 3, hein, tout dépend un petit peu évidemment du calendrier. Donc, à partir de début juillet, on commence vraiment le rush. On commence vraiment le rush qui est la prépa intensive.
C'est-à-dire que pendant tout le mois de juillet, on est la tête dans le guidon et on bosse de manière approfondie toutes les matières qui ont été choisies pour l'examen d'avocat. Déjà, on bosse la méthodologie, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur des consultations juridiques ou des cas pratiques qui n'ont strictement rien à voir avec les cas pratiques qu'on fait à l'université. Donc, il faut revoir la méthode. On met le paquet en revoyant dans le détail la méthode, en travaillant à partir des annales. Ensuite, vous avez également 15 heures d'actualisation en droit des obligations qui viennent compléter le travail qui a été fait en amont, 15 heures d'actualisation dans votre matière de spécialité, donc au choix, hein, droit social, droit civil, droit des affaires, etc. 15 heures de procédure. Et ensuite, hein, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, également une méthodologie approfondie de la note de synthèse. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est vraiment de travailler toutes les épreuves. Et l'intérêt, justement, c'est un petit peu notre marque de fabrique, hein, c'est quelque chose qu'on a développé pendant des années. L'idée, c'est que les enseignants, tous les enseignants qui interviennent sont soit des universitaires, soit des professionnels qui sont aguerris à ce genre de préparation. Et notamment, on a la chance dans l'équipe d'avoir 2 correcteurs de l'examen national dans l'épreuve de droits et obligations. Donc, je veux dire, l'enseignant qui vient vous enseigner droits et obligations, l'enseignant qui vient vous expliquer la méthodologie de droits et obligations, il participe à la correction au niveau national des copies du CRFPA. Donc, il connaît parfaitement les attentes du CRFPA et il connaît parfaitement les attentes méthodologiques, notamment. Donc, l'idée, c'est de vous guider. C'est de vous guider sur le plan méthodologique. L'idée, c'est de ne pas refaire des cours en 2 parties, 2 sous-parties. L'idée, c'est pas de revoir rentrer dans le détail des doctrines, des critiques, des évolutions doctrinales. L'idée, vraiment, c'est de se mettre en situation. On a une consultation juridique. Quel est le schéma qu'il faut adopter? Quelle est la structure de raisonnement? Quelles sont les connaissances de base à connaître? Quels sont les réflexes à avoir pour résoudre une consultation juridique? Donc, vous voyez, c'est ce qu'on essaie de mettre en place depuis pas mal de temps maintenant, lors de la prépa estivale. On bosse encore dans les conditions d'examen, dans les conditions vraiment d'examen. Ça s'accompagne en outre, je crois que c'est plus dire si c'est la diapo précédente ou suivante, je m'en excuse. On met en place des épreuves d'entraînement. On met en place des épreuves d'entraînement. Cette année, on va changer un petit peu. On va peut-être alléger. On va alléger le nombre d'épreuves, mais en échange, on va davantage travailler les épreuves dans les conditions d'examen. Et donc, l'idée, c'est de mettre en place, exactement comme le jour J, dans l'amphi, avec des surveillants, avec des sujets calibrés totalement sur les attentes du CRFPA, de bosser sur un sujet qui fera ensuite l'objet d'une correction personnalisée. Et ensuite, peut-être pas le nombre qui est annoncé, mais en tout cas, ensuite, on mettra à disposition des étudiants également des sujets calibrés CRFPA dans la longueur, dans la dureté, dans l'intensité, des sujets calibrés CRFPA avec des corrigés en ligne pour que les étudiants puissent, à leur rythme, durant tout le mois d'août, travailler tranquillement, conforter la méthode qui a été acquise et travailler à leur rythme sur des sujets en bénéficiant immédiatement du corrigé. Il va de soi également que durant tout le mois d'août, une bonne partie de l'équipe reste en quelque sorte en veille, reste quelque sorte d'astreinte pour répondre aux questions des étudiants s'ils en ont, je veux dire par mail, par téléphone s'il le faut. On est là pour vous remotiver s'il le faut, pour répondre aussi à vos questions de fond s'il y en a durant tout le mois d'août. Je sais que par exemple que l'an passé, je m'en souviens très bien, j'étais en vacances, il n'y avait pas le wifi dans la chambre, mais c'est pas grave, j'étais à la réception et j'ai répondu par chat, par mail avec certains étudiants qui avaient des questions en droit des obligations, en droit des affaires, ou qui parfois avaient un petit pèse de morale. Je voudrais dire, maintenant, on peut aller dans tous les pays du monde. À la réception de l'hôtel, il y a des connexions Wi-Fi. Donc, même à l'étranger, on peut se permettre une demi-heure le soir ou le matin de répondre aux besoins des étudiants. Donc, vous voyez qu'on est là pour ça. On est là pour ça. Et c'est un petit peu ça notre marque de fabrique. C'est un petit peu ça notre ADN. Je présente ça de manière un petit peu cocasse, mais c'est un petit peu ça notre idée, c'est d'avoir des petites promos. On ne veut pas avoir des prépas avec 250, 300 étudiants qu'on fait bosser sur des vidéos comme ça en ligne, en distanciel. On veut faire des présentiels à la Cato, dans les locaux qu'on connaît, avec la marque de fabrique de la Cato, c'est vraiment de l'accompagnement personnalisé, du coaching personnalisé. C'est ça vraiment notre marque de fabrique. Donc voilà pour la préparation aux épreuves écrites. Encore une fois, ça nous amène tout ça à début septembre où vous passerez ensuite, encore une fois, première ou deuxième semaine, on attend le calendrier, les épreuves écrites. Ensuite,
On vous laisse tranquille quelques jours, et quelques jours après les épreuves écrites, qu'à 5 jours, peut-être pas plus, on commence tout de suite la préparation aux épreuves orales. On commence tout de suite la préparation aux épreuves orales parce que, encore une fois, on a une épreuve qui est le grand oral d'examen d'entrée au CRFPA, qui est une épreuve qui n'a absolument aucun équivalent dans le cursus universitaire. Et donc, c'est une épreuve qui se prépare avec intensité, avec méthode, avec travail. Et bien justement, on accompagne pendant plusieurs semaines les étudiants à cette épreuve. Quelles sont les propositions qu'on a? Bien, déjà, 10 heures de méthodologie pure sur comment se comporter lors de ce grand oral, 10 heures de méthodologie qui sont assurées par notre collègue Franck Leclerc, qui est un grand spécialiste de la préparation concours, qui siège dans pas mal de jurys de concours ou d'examen, il sait de quoi il parle. 30 heures de cours de liberté fonda, avec des focus justement par des spécialistes des matières en lien avec les libertés fonda. 15 heures de culture judiciaire, puisque j'attire votre attention, c'est un oral de liberté fondamentale et de culture judiciaire, avec parfois, je serais dire, des petits couacs. Un grand spécialiste du droit public, Mme Fretin le disait très bien tout à l'heure, on va lui poser une question sur le rôle du juge-commissaire devant le tribunal de commerce. Eh bien, on est là justement pour apporter les bases de la culture judiciaire pour que l'étudiant puisse répondre à ce genre de questions. Et également 5 heures de théontologie et pratique de l'avocat, puisqu'on est en train de préparer l'examen d'avocat. Au sein du jury, siège un avocat qui aime bien poser des questions sur la profession d'avocat. C'est Maître Delay, qui est avocat, qui est un grand spécialiste de la matière, qui vient assurer les cours de théontologie et pratique de l'avocat, qui sont assurés justement par un avocat également, pour bien faire le lien avec la pratique. Donc voilà un petit peu pour l'aspect académique, pour l'aspect cours. Ce dont on est assez fier également, c'est que dans le cadre de la prépa, on propose 3 simulations de grands oraux. En fait, pour tout dire, je dis 3, cette année on en a fait 4 parce qu'on a vu les possibilités, une petite fenêtre de tir juste après la proclamation des résultats, de proposer une 4e séance même aux étudiants qui étaient admissibles. Donc, vous voyez, mais au minimum 3 simulations de grands oraux. C'est vraiment, je voudrais dire, quelque chose dont on est très fier parce que ce sont des simulations dans les conditions de l'examen. Ce sont vraiment dans les simulations, dans les conditions d'examen, c'est-à-dire devant un jury composé d'universitaires, d'avocats, et notamment d'universitaires qui siègent dans les jurys, soit du CRFPA, soit du CAPA. On a le président du CAPA de Lille il y a 2 ans qui est venu très gentiment nous aider dans la préparation des étudiants. Il y a un membre du jury de l'UJ de Valenciennes qui accepte très gentiment de venir. On a eu le président du CRFPA de Valenciennes qui est également intervenu. On a des avocats qui siègent au CRFPA de Lille. On a aussi des enseignants qui siègent à Paris 2, qui ont la gentillesse de venir justement aider les étudiants vraiment dans les conditions d'examen. Sur des sujets tirés des annales. On récupère les annales chaque année de chaque IEJ de la région, et en fonction de l'IEJ choisi par l'étudiant, on prend des annales, des questions tirées des annales de N-1 ou de N-2 pour coller le plus possible, évidemment, aux attentes des IEJ. Encore une fois, c'est quelque chose dont on est assez fier parce que mon but, c'est évidemment pas de dénigrer les autres prépas. Ils font un travail souvent admirable, parfois moins, mais souvent admirable. Et même des grandes prépas, encore une fois, c'est logique, elles ont 200, 250 étudiants. Elles proposent 1, 2 grands orales en ligne qui peuvent être tout à fait utiles, mais qui ne permettent pas vraiment de se rendre compte de ce qu'est ce truc bizarre, encore une fois, qui n'existe nulle part ailleurs, qui est le grand oral de l'examen d'avocat, qui est à la fois un entretien d'embauche et un examen académique qui se prépare. Et donc, justement, on essaye vraiment de préparer au mieux les étudiants. C'est pour ça qu'on les prend par la main dès la fin des examens écrits jusqu'au jour vraiment de leur grand oral. Voilà un petit peu ce qu'on se propose aux étudiants. Vous voyez, je viens de vous le signaler, nos points forts, c'est ça justement. C'est cette idée sur laquelle on prépare à l'écrit, dès l'inscription, jusqu'à la fin du mois d'août, jusqu'à la veille quasiment, jusqu'à la veille même des examens écrits. Et ensuite, dès les examens écrits après, on accompagne les étudiants pendant toute leur préparation orale. Je vous l'ai déjà dit, j'ai peut-être d'ailleurs j'ai peut-être beaucoup trop insisté là-dessus, mais c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. On veut rester à taille humaine. On veut rester à taille humaine, on ne cherche pas à aller s'implanter, on ne cherche pas à faire venir des étudiants d'autres régions de la France. On souhaite vraiment préparer
au nord de Paris, pourquoi pas également sur Paris, puisqu'on a des enseignants qui peuvent se le permettre, qui connaissent vraiment les UJ parisiens, mais on essaye vraiment d'avoir des promos à taille humaine. Par exemple, en droit des affaires, on a 5-6 étudiants, on a 5-6 étudiants en droit social, on a 5-6 étudiants en droit civil, et donc on peut vraiment les accompagner. Sinon, je serais dire, on perdrait tout le sens de notre métier. On est dans les locaux de la Cato. Ça veut dire qu'on a accès à tous les services de la Cato. On a accès à la BU, justement. Je travaille en partenariat étroit avec les services de la BU pour que les étudiants de la prépa puissent avoir accès à toutes les ressources électroniques, à tous les ouvrages de la BU, accès évidemment aux salles de cours. Des salles de cours seront dédiées aux étudiants qui souhaitent travailler, etc. etc. Je vous l'ai dit, une écoute, suivi personnalisé, une équipe avec des universitaires, des avocats d'expérience et surtout une proximité géographique. On connaît, je vais dire, les attentes de l'UJ de Lille, on connaît les attentes de l'UJ de Valenciennes, les attentes de l'UJ d'Amiens, d'une certaine mesure aussi les attentes des UJ parisiens, et donc on s'adapte aux attentes de ces UJ pour proposer justement le meilleur accompagnement pour les étudiants. Et justement, ce sera peut-être la conclusion. On peut se targuer également, on peut se féliciter de chiffres assez intéressants, vous voyez, puisque on est chaque année entre 44, je crois, l'an passé, 44 il y a 2 ans, 43,75 l'an passé. Certains diront que ça, le taux global est de 21,8. Donc, vous voyez qu'on fait plus que doubler le taux réussite global des autres IUJ. Et surtout, ce qu'on est assez fier aussi, c'est qu'à chaque fois, on est aux alentours de 80% d'admissibles, c'est-à-dire que 8 étudiants sur 10 qui préparent le grand oral à la prépa avocat, réussit son grand oral. On peut, encore une fois, en être assez fiers. Et justement, ça nous aide aussi, puisque ce qu'on veut, c'est également intégrer les étudiants qui viennent de réussir l'examen, qui viendront aider et un petit peu coacher personnellement les étudiants qui passent l'examen de cette année. J'ai déjà noué le contact avec les étudiants d'il y a 2 ans, avec les étudiants qui viennent d'avoir l'examen d'avocat cette année, qui, avec vraiment beaucoup d'enthousiasme, ont accepté de ma proposition de venir composer les jurys et de venir accompagner vraiment les étudiants. Voilà un petit peu pour vous présenter cette prépa avocat. J'ajoute peut-être, pour conclure, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, c'est que je vous l'ai dit que c'est une prépa 2 en 1. On peut évidemment découper en 2 sens. Si certains étudiants souhaitent uniquement préparer le grand oral, pas l'écrit, ils ont la possibilité évidemment de prendre ce qu'on appelle le pack grand oral, c'est-à-dire qu'ils intègrent la prépa uniquement à partir de septembre pour la préparation du grand oral. Les autres, je vais dire, ils prennent le pack prépa dans son ensemble, et donc à la fois la préparation écrite au grand oral. Mais encore une fois, vous voyez qu'on peut découper et prendre uniquement avec le pack grand oral la préparation grand oral. Il va de soi, j'ai peut-être été rapide dans mon propos, j'ai peut-être été imprécis dans mon propos, je n'ai peut-être pas forcément répondu à toutes vos questions. Donc, si vous souhaitez avoir des renseignements complémentaires, vous pouvez évidemment me joindre par mail. Vous voyez que mon mail s'inscrit à l'écran. J'attire juste votre attention. Ça arrive tout le temps. Franck, il n'y a pas de C. C'est Franck, FRNK, .barra, BRAT. Il y a un moyen mémotechnique. D'ailleurs, ça vient de là pour tout vous dire. Il y a 5 lettres à mon nom, 5 lettres à mon prénom. Voilà, peut-être pour s'en retenir. Mais voilà, si vous avez des renseignements, si vous souhaitez, je suis totalement à votre disposition. Vous pouvez m'envoyer un mail. On peut se fixer un rendez-vous téléphonique, un rendez-vous en physique, un rendez-vous en vidéo, si vous le souhaitez. N'hésitez absolument pas. En tout cas, je vous remercie de votre attention et je remercie Armelle de m'avoir laissé la possibilité de m'exprimer. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, Franck. Merci à tous les deux. Merci, Alice. Peut-être qu'il y a des réactions, des invités qui souhaitent poser des questions en direct, en allumant leur caméra éventuellement, ou via le chat. N'hésitez pas. En attendant, il y a une première discussion. En quoi la PAC est adaptée pour l'examen d'accès à l'Institut national de formation des commissaires de justice? Matière, forme des épreuves, par exemple. Y a-t-il des entraînements, cas pratiques, consultations? Alors, je vais répondre à cette question. Donc, la PAC est adaptée pour commencer à se préparer donc, au concours de commissaire de justice, notamment parce que vous avez des enseignements en histoire de l'art. Ce qui est quand même quelque chose d'assez original pour une fac de droit. Vous avez en histoire de l'art, mais vous avez également une formation sur l'art et le droit, et la justice plus spécifiquement, ce qui vous permet, si vous voulez, parce qu'il y a des questions généralement sur les différentes représentations de la justice dans l'art, etc. Donc, vous avez des questions comme ça sur le concours de commissaire de justice.
Par ailleurs, vous êtes formé sur tout ce qui est mode alternatif de règlement des litiges en matière civile, qui est bien sûr une épreuve importante de ce concours. Néanmoins, la PAC, vous n'avez pas d'épreuves écrites de cas pratiques, etc., de consultations qui seraient faites pour ce concours. D'accord. D'ailleurs, vous ne l'avez pas non plus pour le CRFPA, puisque les épreuves écrites sont faites dans la prépa avocat. Pour l'ENM, on ne fait pas non plus d'épreuves écrites. C'est vraiment se former, si vous voulez, soit reprendre ce qui s'est passé en licence, soit se former aux épreuves orales notamment, et non pas se former aux épreuves écrites, puisque sur le format de 45 heures dans l'année, on n'a pas le temps de faire des préparations écrites. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Merci Alice. Bonsoir, je suis inscrite au Master 2 droit et contentieux privé de Monsieur Lollier pour la rentrée prochaine. Je compte passer l'ENM ou le CRFPA. Pensez-vous que le type de prépa comme la PAC ou la prépa avocat serait compatible avec celui-ci? Merci à vous. Alors, qui prend la main? Voilà, il y a donc le Master 2 de Monsieur Lollier, donc qui est le futur Master 2 de Monsieur Lollier, pour être plus exact, va s'orienter donc sur le droit et contentieux privé. Donc c'est une très bonne formation pour préparer l'ENM ou pour préparer le CRFPA, qui peut être complétée, que je conseille d'être complétée par une préparation estivale pour le CRFPA. Également d'ailleurs pour l'ENM, pour ceux qui passent l'ENM, puisque c'est quand même conseillé d'aller faire une prépa estivale pour les deux concours, ou en tout cas d'aller se préparer spécifiquement aux épreuves écrites notamment et aux épreuves orales par la suite. Concernant la PAC pour ce master, c'est extrêmement conseillé, surtout dans sa nouvelle forme, puisqu'en fait, vous allez avoir une préparation en matière pénale, vous allez avoir une préparation en mode alternatif, vous allez avoir une préparation, comme je disais, sur la justice et l'art, sur le cinéma et le droit, sur voilà, et finalement toutes les questions que M. Lollier, malheureusement, ne pourra pas préparer, puisque vous imaginez bien que M. Lollier ne va pas faire un cours sur le droit et le cinéma. C'est vraiment quelque chose qu'on peut proposer dans le cadre de la PAC. Donc, l'idéal étant de cumuler les deux, voire, je dirais, pour le CRFPA, de cumuler les trois, si on veut vraiment passer à la fin de son Master 2. C'est sûr que si vous voulez passer un an après, dans ces cas-là, la PAC n'est peut-être pas le format adapté pour se préparer. Je vais laisser Franck compléter mon propos. Je suis absolument d'accord avec toi, Alice. Je suis totalement d'accord avec toi. D'autant plus, en fait, c'est une discussion qu'on a eue avec Monsieur Lollier. Monsieur Lollier, justement, a souhaité transformer l'ancien Master 2 PJJ en Master 2 contentieux et procédure, en disant justement, en mutualisant peut-être les dispositifs qui existent de la PAC et de la prépa. L'idée justement de Monsieur Lollier, encore une fois, c'est une réflexion qu'on a eue ensemble, c'était de faire un Master 2 contentieux et privé pour ouvrir à toutes les professions juridiques et judiciaires, en laissant justement les étudiants qui souhaitent plus précisément passer l'ENM ou le CRFPA, en orientant les étudiants qui souhaitent passer le CRFPA ou l'ENM vers les dispositifs que sont la PAC ou la prépa. Donc l'idée justement, ça a été d'assurer une véritable complémentarité entre les dispositifs. Et pour tout vous dire, on travaille très souvent avec M. Lollier, ces deux dispositifs totalement complémentaires. Totalement complémentaires. Par exemple, il y a pas de préparation aux épreuves écrites approfondie dans le cadre du Master de contentieux, exprès pour que les étudiants puissent, s'ils le souhaitent, le faire dans le cadre de la prépa. Vous voyez, c'est vraiment l'idée de synergie qui a été mise en place de ce côté-là. Donc, si votre question, c'était y a-t-il une possibilité de concilier les deux, pour te dire, le Master 2 a été créé pour justement pouvoir se concilier avec la PAC et la prépa. Pour ces précisions, nous avons un message encore. Bonsoir, est-il possible d'intégrer la prépa estivale, donc la prépa avocat, dès la fin du M1? Pensez-vous que ce projet de passage du CRFPA dès la fin du M1 est cohérent? Je peux permettre le... Oui. Oui. Oui, pardon. Oui, absolument. C'est tout à fait cohérent. C'est tout à fait cohérent. Pour tout vous dire, j'étais pendant très longtemps, assez hostile, mais en tout cas assez réservé sur la possibilité sur l'opportunité de passer l'examen après le Master 1. Et
il y a quelque chose qui m'a fait changer d'avis, tout simplement, c'est la réussite des étudiants qui sortent de Master 1. De plus en plus d'étudiants obtiennent le CRFPA à la fin de leur Master 1. Et ils intègrent d'ailleurs tout à fait la prépa après leur Master 1. Pourquoi? En fait, il y a plusieurs raisons, hein. Première raison, c'est qu'à la fin du Master 1, on n'a pas de stage obligatoire. Donc l'idée, c'est que dès qu'on a terminé ces épreuves de Master 1, on peut commencer la préparation à l'examen. Et ensuite, il y a une seconde raison, c'est que souvent, bien, les matières qu'on va passer au CRFPA sont plus fraîches dans l'esprit de l'étudiant. Et tout simplement, vous voyez, le droit des obligations, vous l'avez fait il y a 2 ans, lorsqu'un étudiant de Master 2 l'aura fait il y a 3 ans. Si vous avez fait un Master 1 droit pénal, eh bien, l'épreuve de droit pénal, elle est fraîche dans votre esprit. Si vous avez fait un Master 1 droit civil, le régime matrimonial, le droit des régimes matrimoniaux, qui est à l'épreuve, eh bien, et le droit des sûretés est tout frais dans votre esprit. Donc, vous voyez que oui, c'est tout à fait cohérent. Et pour tout vous dire, hein, de très nombreux étudiants qui ont réussi l'examen d'avocat cette année avaient leur Master 1, avaient juste leur Master 1 et ils sont encore actuels chez nous en Master 2. L'idée ensuite, hein, c'est au choix, soit après avoir obtenu un examen d'avocat, eh bien, ils se laissent tomber le Master 2 et ils rentrent tout de suite à l'école d'avocat. Personne ne l'a fait. Ou alors, tout simplement, ils sont tranquilles, ils sont totalement déstressés, ils savent que après leur Master 2, ils vont pouvoir rentrer à l'école d'avocat. L'idée, c'est que vous pouvez différer d'1 an, même plus que ça, hein, mais vous pouvez, pour le cas présent, différer d'1 an avant de rentrer à l'école d'examen d'avocat. Donc, vous validez votre examen d'avocat en sortant de Master 1. Vous faites tranquillement votre Master 2 sans stress. Vous faites d'ailleurs un stage de fin de Master 2 sans stress. Et ensuite, au 1er janvier de l'année suivante, après, une fois que vous êtes validé votre Master 2, vous rentrez à l'école d'avocat grâce à l'examen que vous avez validé à la fin de votre Master 1. Vous voyez que c'est un schéma qui est de plus en plus pratiqué et les étudiants, encore une fois, obtiennent d'excellents résultats au CRFPA. Vous voyez que moi-même, j'ai changé d'avis. Donc, la réponse est oui. Je vais me permettre aussi d'intervenir sur ce point. Moi aussi, j'ai été assez hostile sur le passage du concours d'avocat après le Master 1. En réalité, maintenant, effectivement, les résultats nous ont permis de complètement revenir sur cette position parce que, comme l'a dit M. Barra, effectivement, c'est beaucoup plus frais quand vous êtes en Master 1. Notamment, par exemple, je vais prendre ce que je connais, le droit pénal. Le droit pénal, vous venez de faire le droit pénal spécial des biens et des personnes, et ce qui constitue, je dirais, 3/4 de l'épreuve de droit pénal pour le concours d'avocat. Donc, c'est vraiment intéressant. Par ailleurs, on a conçu le Master 1 aussi pour qu'il y ait des épreuves type droit médical, droit des étrangers, droit des mineurs, qui sont des matières qui peuvent vous aider pour les épreuves orales notamment. Et donc, ça peut être assez intéressant de le passer immédiatement. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on a fait la PAC dès le Master 1 toute l'année, parce que parfois, notamment, et je ne sais pas, Gwendal, dans quel master vous êtes, mais par exemple, moi, en tout cas, moi, j'ai perçu que les étudiants qui faisaient un Master 1, droit pénal, droit enfance et famille, etc., eh bien, finalement, avaient un spectre plus large, en tout cas, étaient davantage préparés pour les épreuves orales, alors que ceux qui étaient en droit des affaires, finalement, étaient un petit peu moins préparés sur tout ce qui est épreuve liberté fondamentale. C'est pour ça que la PAC et la prépa avocat vous permet de vous confronter avec les autres masters, puisque, par exemple, dans les deux préparations, que ce soit la PAC ou la prépa avocat, vous êtes tous les masters réunis. Et donc, vous pouvez aussi vous aider. Et on voit, en tout cas, M. Barra ne va pas me contredire, on a le fait qu'on soit en toute petite promotion, on a vraiment un élan de solidarité entre les étudiants. Je suis d'ailleurs même souvent surprise de cet élan de solidarité, où vous allez avoir les affairistes qui vont aider les pénalistes qui vont aider les affairistes à réviser le grand oral, etc. Et donc, vous avez vraiment cette entraide qui est très intéressante et cette synergie, en fait, entre tous les masters. Donc, vraiment, allez-y. Et par ailleurs, Gwendal, le plaisir de faire un Master 2, parce que vous le savez, quand vous passez le concours d'avocat, à la fin du Master 1, vous allez donc faire les épreuves orales en novembre à peu près. Et donc, résultat, finalement, si vous avez le concours, vous allez passer un Master 2, mais tranquille. Vous imaginez qui peut aujourd'hui se dire « Tiens, moi, je passe un Master 2 et tout ce que j'ai à faire, c'est que je n'ai pas à me préoccuper de mon avenir puisque je vais rentrer à l'école d'avocat à la fin. Je n'ai plus rien à faire. Je me concentre sur mon stage. Je peux déjà orienter mon stage en fonction de l'école derrière. » Et donc, c'est vraiment intéressant. Autant vous dire que les étudiants qui arrivent à avoir le concours après le Master 1,
ils ne passent pas la même année que les autres. Hein. Donc, voilà. Donc, rien que pour ça, moi, je vous invite à le tenter. Et vraiment, il y a beaucoup de possibilités de réussite. Merci Alice. Il y a une question par rapport à la PAC, savoir si elle est compatible avec n'importe quel master. Elle est compatible avec n'importe quel master. J'ai envie de dire que c'est justement le but. Le but, c'est de créer cette synergie entre les différents masters parce qu'en fait, on se rend compte que certains masters, alors peut-être DMP, en femmes, DRM, il va y avoir une petite interaction entre eux parce qu'ils vont se retrouver ensemble dans les TD, mais ce qui n'est pas le cas avec les autres. Moi, je vois quand même que depuis 3 ans avec la PAC, finalement, j'ai beaucoup d'affairistes parce que les affairistes sont suffisamment lucides pour se rendre compte que, par exemple, la cour criminelle départementale, eh bien, ils ne maîtrisent pas du tout, que le jury, qu'un procès sans jury d'assises, c'est des questions sur lesquelles ils sont très, très éloignés. Et donc, je vais retrouver voilà, les masters internationaux, également les masters affairistes, mais aussi droit pénal. J'ai un peu tout là cette année, j'ai tous les masters qui sont représentés. Et j'ai même, alors je ne suis pas certaine qu'il y ait des étudiants de Paris qui soient là, mais cette année, j'ai plusieurs étudiants du campus parisien qui sont là. Donc, tous les cours sont en visio, enregistrés justement pour que les Parisiens puissent nous suivre et puissent se confronter à toutes les matières. Sachant que parfois, par exemple, je vais prendre l'exemple du droit des mineurs. Les étudiants qui font DMP ou en femmes, eh bien, ils vont faire du droit des mineurs en Master 1. Ce qui fait que eux, d'aller faire 3 heures en plus ou 6 heures en plus sur le droit des mineurs, ça ne les intéresse pas. Ce qui fait que les étudiants, par exemple, quand vous avez droit des mineurs, eh bien, vous aurez une autre matière qui vous sera proposée en échange pour que vous puissiez justement choisir. Moi, droit des mineurs, je l'ai déjà fait, donc ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais aller faire, par exemple, du droit européen. Ou alors, je vais aller étudier la construction européenne et le rôle de la Cour européenne des droits de l'homme, parce que ça, je sais que je suis un petit peu plus éloignée sur ces matières, donc je vais aller rattraper mon retard là-dessus. Donc voilà, ça permet vraiment à tous les masters de s'y retrouver. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question, Margot. Je pense que oui, c'est Gwendal, master droit social. Oui, donc master droit social, je vous conseille la PAC pour le coup et la prépa aussi, parce que voilà, le master droit social, autant vous allez être très formé sur certaines thématiques, mais généralement ceux qui font du droit social sont un peu éloignés, par exemple, du droit pénal, du droit de la famille. Et ce sont quand même des questions qui sont régulièrement posées au concours d'avocat. Donc, Gwendal, je vous conseille de vous former, même si vous avez, vous, pour le coup, des connaissances plus précises sur d'autres domaines qui sont intéressants. Merci beaucoup, Alice. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? Je n'ai pas l'impression. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose, Franck, Alice ? Te dire qu'on est à votre disposition pour vous éclairer sur certains concours. Moi, je suis également à votre disposition pour vous éclairer sur des concours qui sont moins envisagés dans un premier temps par les étudiants, par exemple le directeur d'hôpital, directeur des établissements sanitaires et médico-sociaux, qui sont des concours passionnants, qui permettent d'être hauts fonctionnaires, qui permettent d'avoir une carrière, une très, très belle carrière. Et voilà, je suis vraiment, n'hésitez surtout pas. Ioannis Panoussis, qui est le doyen de la fac, a vraiment voulu que Franck et moi soyons un binôme de préparation au concours pour que justement vous ayez à la Cato des référents de prépa concours. Et donc, n'hésitez surtout pas à nous solliciter si vous avez des questions. Moi, j'ai aussi, par exemple, je pense à un de mes étudiants que j'ai suivi tout au long des années qui voulait faire le concours d'avocat, mais plus je le voyais, plus je le connaissais et plus je discutais avec lui, plus je me rendais compte que vraiment, il avait le profil idéal pour la magistrature et il a eu l'ENM et donc je suis très, très contente de ça. Et en fait, c'est en discutant, parfois on ne se rend pas compte ou parfois aussi, Franck va être parfaitement d'accord avec moi, certains étudiants ont tendance à manquer un peu de confiance et donc on est là pour vous rassurer et pour vous dire que c'est possible et que finalement, eh bien, il faut
Alors moi, du côté de la PAC, ne pas envisager que le concours d'avocat, même si c'est passionnant, et qu'il y a plein d'autres concours et tout aussi intéressants, mais qui nécessitent d'être préparés parce que quand on a un niveau master, tous les concours nécessitent une préparation quand même assez importante, notamment en culture judiciaire. Et donc, c'est important que vous pensiez à ça. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on est à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. J'en profite, Armelle, je fais un petit peu de publicité, au cas où vous auriez d'autres questions ou que vous auriez la volonté de vous entretenir avec nous sur ces questions-là. Pour ma part, je ne sais pas, Franck, ce qu'il fait samedi, mais en tout cas, je suis à la fac de droit samedi de 10h à 17h, donc il ne faut surtout pas hésiter à venir pour discuter avec nous. C'est les journées portes ouvertes. Et donc, on est là pour le choix des licences, mais en réalité, on est aussi là pour les masters, donc n'hésitez pas. Il y a aussi celle du 11 mars qui sera vraiment spécifique master. Mais c'est vrai que vous pouvez également venir nous rencontrer ce samedi à Lille et à Issy-les-Moulineaux sur site ou aussi en hybride pour suivre à distance des conférences qui seront spécifiques master, comme le précisait Alice Fretin. Franck, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Je confirme que je serai là également. Peut-être pas sur la même amplitude, mais je serai là également. Je serai là également. Merci à tous les deux. Mais je voulais ajouter également, effectivement, Madame Fretin, Alice l'a très bien dit, effectivement, on est totalement à votre disposition. Hein. Je sais que certains d'entre vous peut-être sont encore en licence, qui commencent peut-être déjà à s'interroger. Voilà, un truc tout bête, quel IEJ vais-je choisir? Quelle épreuve de spé dois-je prendre? Eh bien, c'est des questions tout à fait légitimes. On est tout à fait à votre disposition. Hein. On est tout à fait à votre disposition. Encore une fois, je vous l'ai dit, hein, quel que soit le format, pour répondre à vos questions, hein, si vous en avez. Hein, n'hésitez absolument pas. Eh bien, merci à tous les deux. Je pense que nous allons en rester là s'il n'y a pas d'autres questions. Comme l'ont précisé Madame Fretin et Monsieur Barra, toute l'équipe reste à votre disposition, aux portes ouvertes, par mail, via notre site internet. N'hésitez pas. À toutes et à tous, une excellente soirée. Merci Alice Fretin, merci Franck Barra. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.